Bonjour Anne-Marie, Bonjour François. merci de prendre ce temps. Je sais que tu sors d'une petite opération des yeux, donc on comprendra pourquoi tu portes des lunettes de soleil. Ok, mais en tout cas, merci de m'accorder ce petit temps. Euh, Tu voyages beaucoup dans le monde, tu découvres pas mal de destinations et je voulais savoir ce qui t'a marqué le plus aujourd'hui dans tes voyages. Euh, Quelles sont les expériences? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Alors bon, voyager beaucoup, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé. Tu te doutes bien que depuis le mois de mars, ça s'est beaucoup ralenti. Qu'aujourd'hui, on est quand même dans le flou le plus total, puisque les frontières ouvrent et se ferment, comme celle d'Israël qui se ferme aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. J'ai beaucoup vu l'évolution. C'est vrai qu'au départ, moi, je bossais beaucoup dans des secteurs plutôt de luxe et dans des hôtels de luxe. Et que j'allais dans des hôtels où effectivement on nous vantait la chambre, le spa, et puis la nourriture et pas grand-chose d'autre. Depuis quelques années, ça a quand même commencé à évoluer. Il y a beaucoup de groupes qui ont pris conscience que les gens cherchaient autre chose et ils ont développé des expériences. Ils ont beaucoup développé d'expériences bien-être, mais qui ne se contentaient pas d'être simplement des massages. Ça pouvait être du chamanisme, des rencontres avec des personnalités différentes, etc. Et puis des expériences au sein même de l'hôtel ou même à l'extérieur. En revanche, je n'ai pas trouvé beaucoup d'expériences, et c'est sans doute ce qui est un peu en train de changer, où on pouvait aller à la rencontre de la culture du pays, des autochtones, etc. Je crois que ça, c'est en train de changer un tout petit peu. Des expériences un peu écologiques, eh bien, il y en avait. Je t'ai rencontré au Banyan Tree où ils menaient déjà des expériences écologiques, avec notamment le corail qui était reconstitué, la préservation de certaines espèces. Je pense que beaucoup d'hôtels, même s'ils l'ont fait dans un but marketing, l'ont fait. Donc ça, c'était bien. Et là, aujourd'hui, avec la crise que l'hôtellerie vit, tous les hôtels cherchent des moyens justement d'offrir des expériences différentes, de rassurer les gens, mais aussi de leur faire rencontrer euh, tout ce qui est l'environnement, c'est-à-dire à la fois l'architecture, le culturel, des personnalités, la façon de vivre des gens. Et ça, je pense que vraiment, c'est vraiment ce qui est en train de se développer. Alors, on est quand même au balbutiement parce que l'hôtellerie est tellement, là, c'est une catastrophe, quoi. C'est effondré. L'hôtellerie, notamment dans les grandes villes, hein, à Paris, c'est excessivement difficile de faire rebondir l'hôtellerie. Et puis, des villes comme Paris, c'est quand même très spécifique, quoi. Donc, ils sont en train de chercher leur marque. Pour l'instant, ils les cherchent en proposant des nouvelles choses, mais qui sont quand même de l'hôtellerie pure. Par exemple, l'hôtel de Crillon qui a ouvert un très joli rooftop où on peut voir la Tour Eiffel, etc. Mais c'est quand même encore de l'hôtellerie. Je crois que tout le monde est en train de se remettre en question et qu'il va y avoir un changement, mais que le changement est vraiment en train de s'amorcer, quoi. Donc, à ton avis, comment on peut justement dans ces expériences, tu parlais à la rencontre de la culture locale, comment on peut aller beaucoup plus loin dans l'offre qu'on peut proposer à nos clients, justement en offrant quelque chose de plus peut-être authentique, de peut-être plus simple, mais plutôt relationnel, où peut-être on met les mains dans la terre. Toi, tu vois ça aller? Alors, déjà, c'est difficile, hein, parce que il faut pas se leurrer. Les autres qui descendent, en tous les cas, dans des hôtels de luxe, ils ont l'habitude d'être rassurés par le luxe, rassurés par le confort, rassurés par l'hygiène, etc. Donc, si on leur propose des expériences chez les habitants qui soient pas très bien encadrées, ça va pas le faire du tout. En revanche, j'ai vu Amman, par exemple, qui a une grande habitude de faire ça. Ils emmènent leur, alors que Dieu sait si c'est un groupe de luxe, en Inde où l'hygiène est quand même moyenne, ils arrivent à monter des trucs. Mais il faut que ce soit vraiment très bien pensé. Il faut que ce soit pensé en amont. Il faut l'expliquer aux personnes qui reçoivent, aux autochtones et aux personnes qui vont y aller, quoi. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un échange. À partir de ce moment-là, je pense que ça peut se faire. Mais il faut tout baser sur l'échange, quoi. D'abord parce qu'il y a quand même souvent, lorsqu'on va vers les autochtones, etc., il y a la barrière de la langue, hein, donc,
il ne faut pas que ça paraisse superficiel. Il faut vraiment qu'il y ait, entre guillemets, des experts qui fassent les go-between, peut-être des agences locales, peut-être des personnalités locales qu'on rencontre, qui expliquent, etc. En tous les cas, beaucoup plus de liens avec les personnes qui comptent dans les pays, qui connaissent ce pays. Ça peut être des historiens, mais ça peut être aussi un sorcier, ça peut être le médecin du village. Il y a des tas de gens qui peuvent aider à cette perception différente. Et puis, il y a évidemment, parce que là, là, le Covid a permis ça, c'est une ouverture sur l'environnement et sur la nature exceptionnelle, quoi. Donc là, il y a vraiment un enjeu. Et je pense que se balader, il y a quelqu'un aussi qui fait ça très bien, c'est la ferme du vent de Rollinger. C'est-à-dire faire balader les gens dans la nature, leur montrer les plantes, les aider à accueillir les plantes, etc., etc. Je pense que les gens aujourd'hui ne se contentent plus, ça c'est sûr et certain, d'une expérience de luxe. À part quelques-uns, bien sûr, mais c'est plus ça, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a une redéfinition du luxe, justement? Est-ce que le luxe, c'est plus quelque chose de bling-bling, mais c'est quelque chose de plus naturel, de plus authentique? Je pense qu'il y a un petit moment que le luxe n'est plus quelque chose de bling-bling, hein. À part une fois encore dans les villes où c'est un peu plus compliqué, mais il y a des groupes hôteliers qui ont très bien perçu ça, quoi. Donc c'est la simplicité, le luxe par la simplicité, ça c'est la première chose. Et le luxe en faisant vivre aux autres des moments qu'ils n'auraient jamais vécu par eux-mêmes. Parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont peut-être pas, ils sont trop dans leur quotidien, etc. Donc c'est leur ouvrir à la fois, leur ouvrir l'esprit, mais aussi leur ouvrir le cœur. Et moi, j'ai vu des très, très belles choses se faire, mais il faut vraiment que ce soit bien, bien pensé en amont. Ça ne peut pas être superficiel. On ne peut pas plaquer, tiens, mais on va aller déjeuner chez les femmes d'une coopérative en Tunisie. On arrive, elles sont toutes voilées, nous, on n'est pas voilés. Chacun se regarde un peu en chien de faïence. Ça ne peut pas se faire, quoi. Et d'une certaine manière, ce que tu es en train de me décrire, c'est vraiment l'essence de l'hospitalité, de l'hôtellerie. C'est Bien des sûr. relations humaines, c'est d'aller vraiment à la recherche du cœur de l'autre et partager et comprendre l'autre. C'est quelque chose, je trouve quand même que dans l'hôtellerie, on a un peu oublié avec le temps, où on est très axé sur l'aspect financier et que l'aspect humain, d'une certaine manière, a un peu disparu, non? Tu es d'accord? À la fois l'aspect financier, l'aspect un peu technique. C'est-à-dire tout est parfait, quoi. Tu arrives dans une chambre, tout est parfait, mais tu n'es pas surpris. C'est pas le petit cadeau de couverture qu'on va te mettre, même s'il est très joli, qui va te surprendre. C'est pas les personnes qui vont dans des hôtels de luxe, ils ont l'habitude de tout ça. Donc, ils vont être contents, mais c'est tout, quoi. Donc, il faut vraiment leur apporter autre chose. Et je pense que même ces personnes qui sont très, très gâtées, elles ont envie d'autre chose. Elles ont envie de sortir de leur milieu. Elles ont envie, lorsqu'elles rentrent et qu'elles parlent de leur voyage, de montrer qu'elles ont fait tout à fait quelque chose d'exceptionnel, quoi. Super, merci beaucoup. Dis-moi, en tant que globe-trotteuse, parce que tu es une globe-trotteuse, hein, je veux dire, à chaque fois, tu postes des photos de partout dans le monde. Tiens, voilà, regarde ce que je suis en train de vivre ici et là, etc. C'est génial. Dis-moi, as-tu une destination sur laquelle on pourrait s'inspirer, on pourrait s'appuyer en disant, tiens, ils font des choses assez intéressantes et peut-être que ça peut être une source d'inspiration justement pour nous, hôteliers, de faire évoluer notre offre et de développer des expériences qui touchent le client au cœur. Alors, moi, j'en ai deux particulières que j'ai vécues. Une qui m'a particulièrement touchée, mais c'est aussi par mon histoire personnelle, mais j'ai bien vu que les gens qui étaient autour de moi la vivaient de la même façon. C'était sur un petit bateau chilien qui remontait le canal du Magellan en partant du Cap Horn, et Australis, ça s'appelle. Et là, vraiment, l'expérience est faite. Le bateau est parfait, l'expérience à bord du bateau est parfaite, mais dès qu'on sort, l'expérience aussi est formidable. C'est-à-dire qu'on rencontre vraiment les gens qu'il faut rencontrer. On a un botaniste qui explique vraiment les choses, qui explique pourquoi cet univers est devenu fragile, qui montre les aberrations qui ont été commises. Par exemple, à un endroit, il y a un type, à un moment donné, il a eu envie d'élever des castors parce que les castors, ça a une jolie peau, etc. Donc, il a fait venir des castors. Et il en a fait venir 50, hein. C'était il y a 20 ans.
Et les castors, s'ils ont une belle peau, c'est parce que ils ont des ennemis. Comme ils ont des ennemis, leur corps produit quelque chose qui les protège et ça fait une très très jolie fourrure. Ben là, en Patagonie, il n'y avait pas d'ennemis. Donc les castors, ils ont eu une peau minable. Alors bon, ben voilà, ben, les 50 castors, le gars dit, c'est pas grave, j'ai fait mes 50 castors. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il les a relâchés dans la nature. Voilà. Il y en a 100 000 aujourd'hui. Ils ont tout bouffé, tout bouffé. C'est-à-dire tous les arbres, quand on est arrivé dans un endroit où était cet élevage autrefois, tous les arbres, moi je croyais qu'il y avait eu une tempête, tout était mangé et on ne sait pas comment les détruire. Donc c'est, et on nous a montré plein de choses comme ça. On nous a montré aussi comment on avait détruit, là c'est pire parce que c'est la civilisation des marins nomades de ce coin. Donc il y a les choses. Alors c'est souvent malheureusement, on voit beaucoup, beaucoup de choses négatives, mais on voit aussi des expériences totalement positives et qui sont faites, notamment au Cap Horn avec le type qui garde le phare, qui est un Chilien, etc. Comment lui-même, alors que c'est un militaire, donc il pourrait s'en moquer royalement, comment il s'est préoccupé de la faune, comment il s'est préoccupé de la flore, comment lorsqu'on arrive sur son île, il n'est pas fait pour ça, lui, hein, mais il t'accueille, il t'explique aussi sa vie, il t'explique le sort des marins, etc. Et moi, j'ai trouvé toute cette expérience qui n'a duré que 4 jours, hein, formidable. Et je pense que tu vois ce que c'est une petite croisière de luxe. Les gens, au départ, ils sont chacun sur leur quant à soi, ils se parlent à peine, et bien, au bout d'un moment, alors il y en a qui sont exclus, hein, parce qu'il y en a qui disent oh ben, ces nomades, là, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. Ok, garçon, allez, passe ton tour. Mais c'est vrai, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est toi qui devrais, qui ne sais pas t'adapter. Mais au bout d'un moment, les barrières se relâchent. J'ai vu ça aussi en allant aux Marquises, tu vois. Quand tu rencontres le peuple marquisien, qui a été un peuple qu'on a essayé d'éliminer et qu'on a acculturé et qui renaît, qui est tellement, tellement heureux de te faire partager ça, mais c'est naturel, quoi. Il faut vraiment que les hôtels sachent que sans partir de l'autochtone, ils n'y arriveront pas. C'est-à-dire que s'ils ont des… Bien sûr qu'il faut quelqu'un qui nous serve d'intermédiaire, mais il faut qu'ils partent des gens qui sont sur place, et Dieu sait s'il y a des richesses extraordinaires, et faire en sorte que, ben, par exemple, là, en Patagonie, il y a une dame qui parle encore le dialecte. Elle a 96 ans. Mais elle sait encore parler. Ben, tu vois, la faire venir, et ça te bouleverse à tout jamais, quoi. Et je pense que c'est des expériences comme ça, c'est même pas des expériences, c'est des rencontres et c'est la vie. C'est le voyage avant, c'était la vie, quoi. C'était la découverte. Et le voyage, à un moment donné, on l'a banalisé. Alors, peut-être que ce fameux Covid, eh ben, il va permettre de faire en sorte que le voyage redevienne quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je suis dans mon île à l'Île-Dieu. L'année dernière, j'ai pris une photo d'un endroit où je vais souvent me baigner. Il y avait, je ne sais pas, peut-être 150 rayures d'avion dans le ciel. Aujourd'hui, il y en a 2. Ben, tu t'interroges, tu te dis ben, d'où il vient cet avion, qu'est-ce qu'il fait? Et puis tu es ému aussi de voir un avion, alors qu'avant, tu te disais qu'est-ce qui nous emmerde, quoi, en gros. Donc, je pense que le voyage va devenir moins banal. C'est-à-dire que tu ne vas pas juste monter dans un avion pour aller te balader, quoi. Tu vas monter dans un avion, d'abord tu vas avoir réfléchi, puis il y a tout le côté environnemental. Tu vois, moi j'ai une petite fille euh, qui, euh, qui milite dans Extinction Rebellion. Elle me dit, moi je ne prends plus l'avion. Tu ne devrais plus prendre l'avion. Ben, si, je prends l'avion, mais je t'explique pourquoi je prends l'avion et comment je fais attention à côté pour que mon bilan carbone ne soit pas si catastrophique que ça, quoi. Je pense qu'il faut, mais il ne faut surtout pas être extrémiste non plus. Ah ouais, oui, là, je suis d'accord. Il faut garder un équilibre. C'est comme le yin et le yang. Eh ben exactement, tu vois, donc il ne faut pas passer de l'avion à tout va à la carriole à cheval, quoi. C'est pas possible, quoi. On va Ouais, pas revenir complètement en arrière. Mais j'espère que ce sacré truc va nous donner vraiment conscience que ben, il faut non seulement se protéger, mais protéger les autres et protéger la nature et notre environnement. Sinon, ben, ça sert à quoi de voyager dans des pays où tout est cramé, quoi. tout à Moi, fait. j'ai vu l'expérience la plus triste que j'ai vécue, je vais te dire, c'était aussi sur un bateau. On était sur le fleuve Amazone et d'un seul coup, j'ai vu vraiment ce que c'était que la forêt qu'on exploitait
et j'ai vu des pans entiers de mon bateau, des pans entiers de la forêt amazonienne tomber dans le fleuve. Et là, tu vois, ça te serre le cœur, toi. Et à côté, tu avais les petites populations qui autrefois vivaient de la forêt, qui ne pouvaient plus vivre. Donc, je pense que si tu expliques ça aux gens, si tu leur montres tous les impacts humains, je pense qu'ils sont tous capables de comprendre. Je pense aussi, oui. Et puis, je pense aussi qu'en France, c'est peut-être l'opportunité de redévelopper un tourisme local destiné aux Français, aux Européens, et de remettre en avant notre culture qui va au-delà de ce qu'on est arrivé aujourd'hui, où c'est quand même globalisé. Quand on voit que partout en France, on peut manger du steak tartare, par exemple, Non, oui. retrouvons notre identité. Bien sûr, retrouvons la gastronomie, retrouvons les petits trucs simples, etc. Donc là, je pense, on a déjà vu l'attrait pour la France, parce qu'on ne pouvait pas aller ailleurs, mais je pense que les gens n'ont pas eu le temps du tout de s'adapter, ni les hôteliers, ni les tour opérateurs, ni personne. Donc ça a été un peu fait en catastrophe. Mais c'est vrai que les gens qui avaient l'habitude de voyager, ils ont découvert la France. C'est même pas redécouvert, c'est découvert la France. Et vu que c'était un pays qui était aussi formidable et qui avait autant de ressources que les pays étrangers. Exactement. Donc, c'est une opportunité fantastique qui se présente à nous. Ah ben bien sûr, à la fois pour les hôteliers français et pour les hôteliers étrangers. C'est une opportunité. Le problème, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait des gens qui le comprennent et qui aident les hôteliers à faire cette transformation. Parce qu'eux, ils sont quand même dans le quotidien. Ils ont en plus des résultats à afficher. Et Dieu sait si actuellement c'est difficile. Donc, s'ils ne sont pas aidés, ils n'y arriveront jamais. Super. Eh ben, c'est ce qu'on essaye de faire en rencontrant des personnes comme toi qui nous inspirent et qui vont nous aider à trouver des solutions et avancer justement pour aller vers un tourisme beaucoup plus expérientiel et durable. Et puis, ce n'est pas l'histoire d'une personne, je crois que c'est l'histoire d'un collectif et on peut le faire qu'en coopération, tous ensemble. Il n'y a personne qui détient la vérité, mais le partage de connaissances et d'expériences va nous aider, je l'espère, à construire ce monde de demain. Oui, oui, moi, je suis quand même assez optimiste, quoi. Je suis d'un naturel optimiste, mais je suis quand même assez optimiste. Moi aussi, moi aussi. Bah, écoute, Anne-Marie, je tiens à te remercier beaucoup. Ben, je Toi, t'en prie, ça m'a fait plaisir. je dirais, tu m'as dit que tu étais un grand reporter d'Hôtel et Lodge, mais je dirais plutôt une exploratrice pour Hôtel et Lodge parce que vraiment, tu vas partout dans le monde et toutes les photos que tu partages et tout ce que tu écris est vraiment inspirant et intéressant. Donc, on voyage avec toi et donc on réduit notre empreinte carbone. Merci beaucoup. Mais je voulais juste te dire quelque chose. Je pense que la première fois que j'ai vécu une expérience hors norme, eh ben, c'était grâce à toi quand tu étais au Banyan Tree des Maldives, quand j'ai rencontré ce type était exceptionnel qui était Aziz, qui lui était un Maldivien, qui avait pris conscience qu'il ne fallait pas détruire son environnement et que je suis partie avec lui sous l'eau. Ben, c'était magnifique. Et je pense que c'est la première fois que j'ai vécu vraiment une expérience comme ça. Donc, merci. Je t'en prie. Et puis moi, en tant que directeur, c'était la première fois que j'avais l'impression de ne pas vendre que des chambres, d'être utile à autre chose et de participer à la préservation d'un environnement, d'une culture et d'aider ce pays qui m'a accueilli les bras ouverts à grandir, à évoluer avec son temps. Et aujourd'hui, je pense que la plus belle récompense qu'on peut avoir, c'est qu'il y a des biologistes marins dans la plupart des hôtels aux Maldives. Exact. Mm. Et ça, d'être copié comme ça, je trouve ça génial, c'est inspirant et ça inspire à continuer. Merci Oui, à et puis toi. la dernière chose aussi, c'était la façon dont on pouvait aller voir le personnel, jouer au foot avec, etc., alors que c'est excessivement rare. Il y a les clients, en général, ils sont dans leur précaré, et puis le personnel est de l'autre côté. Et là, au Banyan Tree des Maldives, j'avais trouvé ça exceptionnel, quoi. C'est la première fois que je voyais ça. Voilà, François. Super. Merci beaucoup, Anne-Marie. Bonne Merci. continuation. À bientôt. Je À t'embrasse. bientôt. Au revoir.